C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité de ce soir, les notables locaux se disent prêts à défendre le projet Base Touliar. Une déclaration faite à l'issue d'une concertation menée hier par le Premier ministre Christian et 11 ministres. Tous les participants ont reconnu que certaines personnes propagent délibérément de fausses informations pour nuire au projet. C'est pourquoi des éclaircissements comme ceux d'hier sont essentiels. L'objectif commun est de favoriser le développement de la région d'Atsimandjéfane. Les détails. Face aux tensions qui secouent Touliar autour du projet Base Touliar, le Premier ministre Christian s'est rendu sur place hier, accompagné de 11 ministres. Ils ont rencontré les notables, les acteurs politiques, ainsi que toutes les parties prenantes du projet. Il leur a été expliqué que, tout comme les autres régions, Atsimandjéfane mérite le développement et que ce projet y contribuera activement. Après 5 heures de concertation, les notables locaux ont exprimé leur volonté de soutenir le projet Base Touliar. En effet, jusqu'à présent, ce sont des idées fausses qui avaient circulé, suscitant inquiétude et méfiance selon eux. Il convient de rappeler que le projet Base Touliar se situe à 46 km de la ville de Touliar et qu'aucun village ne se trouve dans la zone d'exploitation. Il n'y aura pas non plus d'extraction sur le littoral d'Anabouy. Ce qui y sera construit, c'est une jetée destinée à l'exportation des produits. D'ailleurs, uniquement une surface de 2 hectares sur une zone industrielle de 1000 hectares sera utilisée pour cela. Le projet devrait générer jusqu'à 5 milliards de dollars sur les 38 années de son exploitation. Et après plusieurs années d'interruption, le projet d'exploitation de l'île Ménite à Touliar reprend désormais à grande vitesse. La priorité est donnée à l'implication des populations locales ainsi qu'à la participation des structures communautaires de base telles que les villages, les Fukutans et les communes dans le but d'apporter un développement durable en harmonie avec les besoins de la communauté. Judika El Rangeneri. La mise en place du CRCS ou Comité régional de coordination stratégique marque l'ouverture d'une nouvelle étape de collaboration dans l'exploitation de l'île Ménite à Touliar. Ce comité, initié et dirigé par le gouverneur de région, vise à établir un plan de développement pour la région Atsimandjéfane et à faciliter sa mise en œuvre en partenariat avec le projet minier. Un grand atelier a été organisé à cet effet dans l'objectif de créer une situation gagnant-gagnant pour la région et sa population. Le RWG, groupe de travail sur la réinstallation, s'est également réuni pour planifier le déplacement des tombes ainsi que l'attribution des compensations aux familles concernées. Ces opérations se font dans une transparence totale et toutes les personnes impliquées ont été informées des différentes étapes du processus. En parallèle, le projet intervient directement dans l'amélioration et l'assainissement de la ville de Touliar. Il soutient également les populations vulnérables à travers des travaux rémunérés qui ont permis de mobiliser des milliers de personnes. À travers ces travaux et les différentes étapes engagées, le projet d'exploitation de l'île Ménite entend transformer durablement la région Atsimandjéfane. L'amélioration des conditions de vie de la population, la relance économique de Touliar et la construction d'un avenir meilleur pour les générations futures figurent parmi ses objectifs prioritaires. Dans les actualités également, 4 policiers en poste à l'aéroport international d'Ivat ont été placés en détention provisoire à la prison d'Atanmour pour une affaire de corruption. Le 7 février dernier, ils ont estorqué la somme de 2 millions d'ariars à un passager qui s'apprêtait à embarquer sur un vol d'Ethiopian Airlines à direction de Dubaï, alors que les documents de voyage de ce dernier étaient pourtant en règle. Les détails. Dans la nuit du 7 février, un passager en partance pour Dubaï à bord d'un vol d'Ethiopian Airlines a été victime d'une tentative d'extorsion de la part de 4 policiers travaillant à l'aéroport d'Ivatu. Ces derniers lui ont exigé une somme de 2 millions d'ariars, malgré que tous ses documents de voyage aient été en règle. Une partie de la somme a été payée en espèces, le reste ayant été envoyé via Mobile Money. Les 4 agents se sont immédiatement partagé l'argent reçu,
un fait qu'ils ont reconnu lors de l'enquête menée par le Bianco. À la suite de cette enquête, les résultats ont été transmis au pôle anticorruption hier, après obtention de l'autorisation de poursuite signée par le ministre de la Sécurité publique. Les 4 policiers impliqués ont été placés en détention provisoire à la prison d'Adanmour en raison de la gravité des charges retenues contre eux, à savoir abus de fonction, corruption et extorsion de fonds. Ils y resteront dans l'attente de leur procès. Dans un tout autre sujet, le lancement des travaux d'installation de la nouvelle centrale thermique de 105 MW à Imboul est prévu pour le 24 avril selon les prévisions officielles. Ce projet, financé intégralement par l'État, constitue l'un des axes stratégiques pour améliorer durablement l'approvisionnement en électricité dans le réseau interconnecté d'Antananarivo. Andoniana Martina pour plus de détails. Les équipements nécessaires à l'installation de la centrale sont désormais presque tous sur site, ce qui lève les derniers obstacles logistiques qui avaient retardé le démarrage des travaux, notamment le transport de matériel particulièrement lourd. Cette centrale, qui fonctionnera au fuel, devrait à terme produire jusqu'à 105 MW d'électricité. Elle permettra de couvrir une part significative des besoins actuels en énergie dans la capitale, tout en allégeant la dépendance de la JIRAMA vis-à-vis des fournisseurs privés. La gestion de la centrale sera assurée par la JIRAMA elle-même, marquant une étape importante dans la stratégie de redressement de l'entreprise publique. Mais l'engagement du gouvernement en matière énergétique ne s'arrête pas là. Parallèlement à ce projet thermique, l'État met l'accent sur le développement des énergies renouvelables. À ce jour, 50% des accords avec des opérateurs privés sont déjà finalisés. Ces partenariats prévoient la mise en place de capacités de production solaire de 34,9 MW en 2025, puis de 82,9 MW en 2026. Une attention particulière sera portée au suivi de ces projets, avec pour objectif d'éliminer les longues coupures de courant, notamment en période de sécheresse. Le gouvernement fait de la continuité de l'alimentation électrique une priorité nationale. Et puis, le chiffre de vente des opérateurs touristiques ayant participé à la 9e édition du Tsena Benfiza Antani à Antananarivo a augmenté d'environ 15% par rapport à l'année dernière. Nosy-Be et Sainte-Marie figurent parmi les destinations les plus prisées pour les vacances de Pâques cette année. L'événement a été un véritable succès selon l'Office national du tourisme de Madagascar, organisateur de cette initiative visant à promouvoir le tourisme. Fin de Sénamireille, Yves Janel. Les visiteurs ne se sont pas contentés de découvrir les stands lors de ce Tsena Benfiza Antani. Ils ont également acheté les différentes offres proposées par les opérateurs du secteur. En plus des habitués des escapades pascales, de nouveaux clients ont également été observés sur place. Pour cet opérateur touristique par exemple, alors que 2 véhicules étaient initialement prévus pour transporter les vacanciers à Pâques, les réservations ont doublé. Globalement, les participants ont constaté une hausse de près de 15% des ventes par rapport à l'année dernière. Environ 5000 visiteurs se sont rendus à Antananarivo depuis mercredi, jour de l'ouverture. Cette 9e édition qui s'est clôturée aujourd'hui est un véritable succès d'après les organisateurs. La Banque européenne d'investissement BEI accorde un financement de 100 millions de dollars à Madagascar et à la Tanzanie pour renforcer les réseaux de télécommunications. Ce soutien s'inscrit dans une stratégie plus large de l'Union européenne visant à soutenir le développement des réseaux mobiles. À Madagascar, ce partenariat avec une entreprise locale permettra d'améliorer la connectivité, notamment dans les zones les plus isolées. Antoniana Martina, Sur les 100 millions de dollars octroyés par la BEI, 40 millions sont destinés à Madagascar et 60 millions à la Tanzanie.
Ce financement appuiera des entreprises du secteur des télécommunications avec comme objectif principal l'élargissement du réseau dans les zones encore mal couvertes où l'accès aux appels téléphoniques et à Internet reste difficile, voire inexistant. Ce projet vise notamment à renforcer les réseaux mobiles tout en soutenant la politique nationale de développement des infrastructures numériques afin de répondre à une demande croissante en matière de connectivité, explique Stéphanie Delmotte, ministre des Postes et du Développement numérique. Ce projet représente aussi une opportunité d'investissement dans les régions enclavées. La présence d'un réseau mobile attire naturellement les acteurs économiques et encourage les investissements locaux, poursuit-elle. L'accord de financement entre la BEI et les deux parties a été signé officiellement la semaine dernière. Pour terminer les actualités locales, à l'occasion de la visite officielle du président français Emmanuel Macron à Madagascar, 100 jeunes malgaches venus de 4 coins du pays auront l'opportunité exceptionnelle de rencontrer directement le président malagasy et le président français. Cette rencontre qui se tiendra au palais d'Andafiavarach à Antananarive a pour objectif de donner la parole à la jeunesse, selon les précisions du ministre malgache de la Jeunesse et des Sports. Cette rencontre représente une véritable opportunité pour ces jeunes malgaches sélectionnés dans chaque capitale régionale du pays. Organisée dans le cadre de la visite officielle du président français à Madagascar, elle sera un moment fort de dialogue entre la jeunesse et les deux chefs d'État. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marsan Moustapha, a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts déployés pour inclure les jeunes malgaches dans des événements de haut niveau, efforts qui ont déjà porté leurs fruits par le passé. La visite officielle d'Emmanuel Macron débutera le 23 avril. En plus de son entretien bilatéral avec le président malgache Andrazouel, le président français participera également, le 24 avril, au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Commission de l'océan Indien. Il y représentera l'île de la Réunion. Ce sommet verra également la participation des représentants des Comores, de Maurice, des Seychelles et de Djibouti. Et dans les actualités internationales, l'Iran et les États-Unis ont entamé samedi à Oman des discussions indirectes visant à relancer des négociations sur le programme nucléaire à Téhéran, alors que le président américain a menacé de recourir à la force militaire en l'absence d'accord. France 24. C'est officiellement la seule centrale nucléaire opérationnelle d'Iran. Bushehr, d'une capacité de 1000 MW, elle alimente le réseau électrique du pays depuis 2011. Il y a aussi les réacteurs nucléaires de recherche à Ispahan, Téhéran et Arak. Mais ce ne sont pas ces sites qui inquiètent, contrairement à ceux qui enrichissent l'uranium, à savoir Fordo et Natanz. Le seuil de 60% a même été atteint. C'est 41 fois plus que la limite autorisée par l'accord international de 2015. L'Iran n'a jamais été aussi proche de se doter de la bombe nucléaire. Alors comment en est-on arrivé là ? En 2015, dans le cadre de l'accord de Vienne, baptisé JCPOA, la République islamique, en échange d'une levée de sanctions, s'engage sur plusieurs points. Ne pas produire plus de 300 kg d'uranium enrichi à plus de 3,67% pendant 10 ans, démanteler une partie de ses centrifugeuses et transférer son uranium déjà enrichi vers la Russie. Mais en 2018, lorsque Donald Trump déchire le JCPOA, les sanctions reviennent et les engagements s'envolent. L'Iran reprend progressivement ses activités d'enrichissement. Fin 2022, l'AIEA annonce que Téhéran commence à produire de l'uranium enrichi à 60% dans l'usine de Fordo. C'était déjà le cas depuis 2021 sur le site de Natanz. Mais pour confectionner une bombe atomique, il faut que l'uranium soit enrichi à 90%. On en est encore loin, sauf qu'en fait les Iraniens ont fait le plus dur. Car une fois le seuil de 20% dépassé, il est techniquement plus facile de monter à 60% et encore plus à 90%. Selon certains experts, le pays serait en mesure de produire la quantité d'uranium nécessaire à une bombe nucléaire en moins d'une semaine. Autre signe inquiétant, depuis un an, le régime parle régulièrement de dissuasion nucléaire. La cinquantaine de pays qui viennent en aide à l'Ukraine en guerre ont promis de renforcer leur aide militaire au moment où les États-Unis ont réduit leur soutien.
Aujourd'hui, j'annonce une enveloppe de 350 millions de livres, a déclaré Bruxelles à la ministre britannique de la Défense. France 24. Continuer d'avancer groupés, l'objectif affiché du groupe de contact sur l'Ukraine. Les ministres de la Défense de la cinquantaine de pays soutenant Kiev étaient au siège de l'OTAN à Bruxelles vendredi. À l'issue de la rencontre, ils confirment le caractère durable de leur engagement. Les nouvelles promesses d'aide militaire annoncées aujourd'hui par l'intermédiaire du groupe de contact s'élèvent à plus de 21 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation record du financement militaire pour l'Ukraine. La veille, les ministres ont tenté d'avancer sur les contours d'une possible force de réassurance. Un contingent européen qui serait chargé de faire respecter un futur cessez-le-feu sur le territoire ukrainien en espérant le soutien des États-Unis. Ce vendredi, le secrétaire américain à la Défense, Peter Hegseth, bien que physiquement absent, a en tout cas participé à la réunion en visioconférence. D'autres ministres n'ont pas participé à la réunion d'aujourd'hui parce qu'ils avaient d'autres obligations. Le fait le plus important est donc qu'il a participé. Depuis l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a lui lancé un appel à ses alliés. Le président ukrainien a demandé 10 systèmes de défense antiaérienne patriotes de fabrication américaine. Et pour terminer, les violences sexuelles visant les enfants dans l'est de la République démocratique de Congo n'ont jamais été aussi nombreuses. L'UNICEF a dénoncé une véritable crise systémique. France 24. Le viol utilisé comme arme de guerre, la technique n'est malheureusement pas nouvelle en République démocratique du Congo. Mais l'UNICEF tire la sonnette d'alarme. L'agence affirme que jamais autant d'enfants ont été victimes de violences sexuelles dans le pays. Depuis le début de l'année, l'offensive éclair des rebelles du M23 au Kivu a fait des milliers de morts. Parmi ces victimes figurent de nombreux enfants. Pendant la phase la plus intense du conflit de cette année dans l'est de la RDC, un enfant était violé toutes les 30 minutes. Il ne s'agit pas d'incidents isolés, il s'agit d'une crise systémique. Nous voyons des survivants aussi jeunes que des enfants en bas âge. C'est une arme de guerre et une tactique délibérée de terreur. Selon l'UNICEF, les enfants représentent jusqu'à 45% des quelques 10 000 cas de viol signalés aux humanitaires en l'espace de 2 mois à peine. Compte tenu de la peur et du tabou qui entourent les violences sexuelles, l'organisation craint qu'il ne s'agisse que de la partie émergée de l'iceberg. Dans un seul des hôpitaux que j'ai visités, 127 victimes de viol n'avaient pas accès au kit de prophylaxie post-exposition. C'est une conséquence directe des coupes budgétaires soudaines. Ces filles et ces femmes subissent les horreurs les plus inimaginables et ne reçoivent même plus les soins médicaux les plus élémentaires dont elles ont besoin. Les États-Unis étaient le principal fournisseur de financement humanitaire pour la RDC, mais le gel de l'aide étrangère imposé par l'administration Trump met maintenant en danger des programmes humanitaires essentiels. L'UNICEF affirme que si elle n'est pas en mesure de combler ce déficit de financement, 250 000 enfants ne bénéficieront pas de soins vitaux dont ils ont besoin. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film G20. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.